Bonjour et bienvenue dans votre émission Mandarin TV Débat. Avant la fin du retrait des troupes américaines de l'Afghanistan en août 2021, une délégation de talibans s'est rendue en Chine. Ainsi, le 28 juillet 2021, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré le mollah Abdul Ghani Baradar, chef politique des talibans afghans, à Tianjin, près de Pékin. Quel type de relation la Chine souhaite-t-elle entretenir avec l'Afghanistan? Pour en parler, je suis avec Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe et conseiller politique de la Task Force Lafayette en 2011. Emmanuel Dupuis, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. Alors, est-ce que pour commencer, vous pouvez nous présenter ce que c'est que la Task Force Lafayette? Alors, ce que c'était, puisque la Task Force Lafayette a représenté un investissement militaire français lourd, la France a perdu 90 hommes pendant près de 14 ans, puisqu'elle a été présente entre 2001 et 2014, octobre 2001 et décembre 2014, date du départ du dernier soldat français. Près de 60 000 hommes ont été présents en Afghanistan dans le cadre d'une opération. 60 000 hommes. 60 000 hommes ont été projetés tout au long donc, de la présence militaire occidentale sous mandat de l'OTAN, et la Task Force Lafayette était le déploiement, correspondait au déploiement militaire des militaires français, près de 2000, 2100, 2200, dans une province afghane, la province de Kapisa, une des 34 provinces afghanes, à 75 km au nord-est de Kaboul. Et donc j'ai été en 2011, conseiller politique de cette même Task Force Lafayette. Est-ce qu'on pourrait savoir sur quelles problématiques vous conseillez En fait, pour des problématiques tout simples, c'est-à-dire, comme son nom l'indique, de faire l'interaction entre les responsables politiques locaux, afghans, les autorités institutionnelles, les chefs de district, les gouverneurs de province, les autorités judiciaires, les responsables élus, les parlementaires, chambre haute, chambre basse, les conseillers du président à l'époque, Hamid Karzai, puis Ashraf Ghani, mais moi je n'ai connu que Hamid Karzai, qui évidemment avait un besoin d'être en interaction avec des forces militaires étrangères. Il y avait près de 50 nations contributrices dans le cadre de l'opération donc de stabilisation lancée par sous mandat des Nations Unies, mais sous conduite opérationnelle de l'OTAN. Et près de 150 000 soldats étrangers ont été présents en Afghanistan. Donc évidemment, cela nécessitait un relationnel fluide entre les autorités du pays, puisque nous n'étions pas là pour remplacer les autorités afghanes, mais bien consolider les institutions, et les autorités militaires qui luttaient contre les talibans, les groupes armés qui obéraient la sécurité déjà à l'époque, entre 2001 et 2014, mais depuis 2001 ou entre 2001 et le départ des derniers soldats occidentaux le 31 août dernier. C'est à ce titre que vous êtes rendu en Afghanistan, n'est-ce pas? Oui, parce que j'ai vécu en Afghanistan. C'était pas trop dangereux? Mais c'est forcément dangereux, puisque la France y a perdu 90 hommes, les États-Unis ont perdu 2400 hommes, l'OTAN a perdu près de 3500 militaires, et les forces armées afghanes ont payé un très lourd tribut. On estime que plus de 60 000 soldats afghans sont morts, et à peu près 60 000 civils ont perdu la vie face à ces groupes armés qui désormais sont installés au pouvoir. Mais dans ce cas, que pensez-vous du retrait des troupes américaines de l'Afghanistan Alors déjà, c'est un retrait des troupes américaines et des troupes occidentales. Les Américains n'étaient pas les seuls. C'est un retrait qui était annoncé, qui était prévisible, qui devait se faire inéluctablement. Là où il pourrait y avoir débat, c'est est-ce qu'il s'est fait de manière ordonnée, est-ce qu'il ne s'est pas fait de manière précipitée, et puis surtout, il s'est fait d'une certaine façon sans associer les Afghans, puisque la preuve en est faite que les talibans que combattaient les forces occidentales, la communauté internationale, sous l'égide, comme je le disais, d'une résolution onusienne qui remonte à décembre 2001, se retrouve dans cette situation particulièrement désagréable de devoir vivre sous le joug de groupes qui ont, et qui restent, je crois, encore déterminés à lutter contre l'Occident ou contre les puissances occidentales. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucun militaire français en Afghanistan. Il n'y a plus de militaires français depuis 2014. Voilà.
Alors parlons maintenant des relations entre Pékin et Kaboul. Selon l'Express, la relation entre l'Afghanistan et la Chine est placée sous le signe du pragmatisme et qu'avec Kaboul, l'objectif de Pékin reste le même depuis 30 ans, c'est-à-dire conserver la protection des intérêts chinois dans la région. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Oui, c'est une analyse qui est partagée par tous les belligérants et je crois d'ailleurs qui est assumée par la Chine. La Chine a un regard très pragmatique, économiquement parlant, prosaïquement lié à l'immensité des richesses que recèle le sous-sol afghan. On estime qu'il y a près de 1 trillion, donc 1000 milliards de dollars de réserves, de terres rares, de lithium, de magnésium, de cuivre, de pétrole, d'acier, d'or et d'autres minerais. Et bien évidemment, cela suscite un intérêt de la part de tous les acteurs régionaux, les pays limitrophes. Je rappelle quand même pour vos téléspectateurs que la Chine est limitrophe de l'Afghanistan. 91. Je crois que les deux pays partagent une frontière. Petite. 91 km. Mais 91 km. Ça reste un des 6 pays limitrophes de l'Afghanistan. Et donc, de facto, la Chine a autant, peut-être plus que d'autres pays. Je pense aux pays lointains qui n'ont pas de frontières, mais qui ont une relation historique. La France nourrit une relation ancienne avec l'Afghanistan. Nous avons reconnu l'Afghanistan en 1922. Nous allons fêter le centenaire des relations diplomatiques cette année. Mais évidemment, le fait que la Chine, comme le Turkménistan, comme le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, l'Iran et le Pakistan est un voisin, fait que la Chine a son mot à dire dans la stabilisation de ce pays, même si c'est une toute petite frontière, en tout cas bien plus petite que les 2500 et quelques kilomètres de frontières qui partagent le Pakistan et l'Afghanistan. Alors, quels sont précisément les intérêts chinois en Afghanistan ? Alors, les intérêts chinois en Afghanistan, ils sont de 3 types. Ils sont premièrement culturels, sociaux et j'allais dire économiques. C'est déjà beaucoup. Voilà, partons de cette base-là. Alors qu'on croyait que la Chine... économiquement parlant, la Chine a fait des investissements massifs de longue date et n'a pas attendu l'arrivée des talibans pour le faire. Dès le processus de stabilisation, la Chine était en soutien des résolutions onusiennes, donc, puisqu'elle a voté ces résolutions onusiennes, pour chasser les talibans du pouvoir. Du reste, la Chine n'a jamais reconnu le régime des talibans. Non. Il n'y a eu que 3 pays qui ont reconnu les talibans entre 1996 et 2001, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Pakistan. Ça ne voulait pas dire que les autres pays n'avaient pas des relations de voisinage, de partenariat et d'intérêt économique. La Chine a fait des investissements massifs. Le principal d'ailleurs investissement en Afghanistan est un investissement chinois, 2007, l'achat de... En termes de montant, c'est ça ? Quand vous dites le 3 milliards d'euros. Un petit peu plus de dollars pour la plus grosse mine de cuivre au monde, la mine de Mas Anak, dans le centre du pays. Donc les intérêts de la Chine sont avant tout économiques, mais ils sont également politiques et ils sont également sociaux. Et ils sont politiques parce que la Chine a besoin de l'Afghanistan comme un maillon de sa pénétration dans l'Asie du Sud, en Asie centrale et donc le long des nouvelles routes de la soie. L'Afghanistan fait partie d'un des 6 corridors lancés sous l'égide du président Xi Jinping à travers les 6 corridors que constituent les routes terrestres, en fait la ceinture terrestre et non pas la route maritime, avec notamment le China Central Asia West Asia Economic Corridor, donc qui va de la Chine vers la Turquie en traversant l'Afghanistan, l'Iran, le nord de l'Irak, le nord de la Syrie, puis la Turquie, en gros allant de la Chine jusqu'à Istanbul en traversant l'Afghanistan. Donc la stabilité de l'Afghanistan impacte évidemment sur ces investissements. Et puis deuxième intérêt, qui n'est pas forcément lié directement à l'Afghanistan, mais induit par la stabilité en Afghanistan, le China-Pakistan Economic Corridor, qui lui occasionne un intérêt économique fort, 50 milliards de dollars. Là, nous ne sommes plus d'Est
en ouest, mais du nord vers le sud, dont l'objectif est donc d'assurer une continuité entre la Chine, qui a besoin d'avoir un débouché en océan Indien, vers le port de Gwadar, au Pakistan. Et donc ce corridor n'est pas un corridor horizontal, mais un corridor vertical. Et bien évidemment, la nécessité de la stabilité du Pakistan dépend forcément de la stabilité de l'autre côté de la frontière. Donc évidemment, s'il y a un risque terroriste, s'il y a un pays en guerre, s'il y a une frontière qui est insécure, cela obère, ou en tout cas handicape, l'investissement chinois. Je rappelle, 50 milliards de dollars d'ici l'horizon 2050. Donc voilà un petit peu la deuxième dimension, qui est la dimension politique. Donc l'Afghanistan fait partie donc d'une architecture de paix et de sécurité importante, et pour l'Est, les pays orientaux, j'ai évoqué la Chine, et pour l'Ouest, je rajoute d'ailleurs que la signature en mai dernier de ce qu'on appelle le Lion Dragon Deal, c'est-à-dire la coopération entre la Chine et l'Iran à l'horizon 2030, 400 milliards de dollars, évidemment, ne peut pas se faire sans l'Afghanistan, car entre l'Iran et la Chine, il y a l'Afghanistan. Donc forcément, pour stabiliser cet investissement, pour assurer la continuité territoriale, les infrastructures routières, les infrastructures en termes d'oléoducs, de gazoducs, les investissements massifs et je crois très prospectifs de la Chine en matière d'interconnectivité ferroviaire, rejoindre le continent européen en partant de la Chine pour rejoindre les lignes européennes, donc en passant de l'Afghanistan vers l'Iran, puis vers la Turquie et donc de facto vers l'Europe orientale et l'Europe occidentale. Et puis le troisième élément, donc c'est un élément qu'il faut avoir à l'esprit, le troisième élément est un élément, j'allais dire, social ou qui a trait au fait qu'une bonne partie des menaces auxquelles fait face la Chine dans sa partie nord-occidentale, dans la province du Xinjiang, vient du fait qu'une partie de la population du Xinjiang se trouve aussi dans la partie donc du nord-est de l'Afghanistan, et il se trouve que les mouvements ouïghours salafistes, en tout cas la dimension terroriste de cette mouvance, à travers le parti du Turkestan oriental, ce qu'on appelle le MITO, Mouvement islamique du Turkestan oriental, a trouvé depuis 2001 une sorte d'abri, un cocon, un élément protecteur sous l'égide des talibans. On estime qu'il y a entre 1000 à 1500 combattants ouïghours qui se sont entre guillemets aguerris en Syrie, en Irak, du côté de Daesh à Mossoul et à Raqqa, donc à la fois en Irak et en Syrie, mais qui avaient commencé à trouver un sauf-conduit ou à être protégés par Al-Qaïda dès le début de la connexion entre Al-Qaïda et les talibans, et que l'on retrouve actuellement encore en Afghanistan. D'ailleurs, pour terminer mon propos, les attentats qui continuent, qui ne sont plus le fait de talibans, mais qui sont le fait de la branche afghane ou centro-asiatique de l'État islamique, ce qu'on appelle l'État islamique dans la province du Khorasan, qui englobe et l'Iran, les pays d'Asie centrale, le Pakistan et l'Afghanistan, ont été le fait de militants ouïghours. Mais dans ce cas-là, quelle place occupe l'Afghanistan sur l'échiquier diplomatique chinois ? Je dirais qu'il occupe une place importante, mais pas déterminante. Il occupe une place importante parce qu'il participe des projections de puissance ou d'extraterritorialité occidentale de la Chine vers l'Asie centrale, vers l'Asie du Sud et accessoirement vers la zone Indo-Pacifique. Donc évidemment l'Afghanistan qui est pivot, qui est au cœur des dynamiques donc eurasiennes, de la dynamique indo-pacifique, d'une certaine façon qui fait la jonction entre les intérêts des pays occidentaux, qui est au cœur d'une zone d'influence qui, par le passé, durant les 3 derniers siècles, a été concomitante de la fin de la colonisation britannique contre celle de la Russie, puis a été dans l'escarcelle de l'Empire tsariste, puis de l'Union soviétique, et qui, au moment de la chute de l'Union soviétique, s'est retrouvé dans une zone de conflictualité entre les pays qui étaient jusqu'à présent des républiques fédérales
de l'Union soviétique, qui maintenant sont des pays indépendants depuis 1991, Turkménistan, Tadjikistan, Ouzbékistan, on pourrait rajouter le Kirghizistan, qui n'a pas de frontière directe, mais qui a une proximité et donc qui impacte aussi sur l'Afghanistan. Et je rajoute un pays en crise ces dernières heures, le Kazakhstan. Et puis bien évidemment le fait que la Chine a un intérêt très particulier à considérer que l'Afghanistan est la preuve que le multilatéralisme onusien, la stratégie de stabilisation, l'optique ou en tout cas la perspective consistant à essayer de rebâtir des États, ce qu'on appelle le state building, en tout cas ce que les anglo-saxons appellent le state building, a été un échec. Et donc de ce point de vue, la Chine peut arguer ou argumenter en disant que la projection que les pays occidentaux avaient fait dans la reconstruction de l'État en Afghanistan était peut-être trop ambitieuse ou en tout cas ne correspondait pas aux réalités de terrain. Bref, la Chine peut très bien partir de l'échec de la stabilisation de l'Afghanistan pour confirmer que nous sommes entrés dans un monde post-atlantique dans lequel les pays occidentaux sont peut-être perçus comme n'étant pas forcément ceux qui détiennent la vérité, ou en tout cas qui n'ont pas les seules réponses aux mots, au sens littéral du terme, auxquels la population afghane est hélas encore encore plus soumise depuis l'installation des talibans au pouvoir le 15 août dernier. Mais comment expliquez-vous l'échec de la stratégie occidentale dans cette partie du monde? Je pense que l'échec n'est pas seulement un échec occidental, c'est un échec du système international auquel participent tous les pays. Encore une fois, il n'y avait pas... Tous les pays. Tous les membres du Conseil de sécurité, dont la Chine. Ce que je veux dire, c'est que la Chine a accepté les règles du jeu à partir du moment où elle a voté la résolution assurant la nécessité de stabiliser l'Afghanistan et donc de faire en sorte de lutter contre le terrorisme qui s'était installé en Afghanistan et qui avait donné naissance aux attentats du 11 septembre 2001. Donc de ce point de vue-là, tout le monde est sur la même longueur d'onde et tout le monde est d'accord avec le principe qu'il faille éradiquer le mouvement d'Al-Qaïda qui avait trouvé un soutien par les talibans. Il n'empêche que là où il y avait une petite différence, je me permets de terminer, là où il y avait une petite différence, c'est que la plupart des pays n'avaient pas le même agenda par rapport à l'Afghanistan. Les États-Unis avaient un agenda qui consistait à installer un régime artificiellement viable. 43% du PIB de l'Afghanistan ne provient pas de la production endogène du pays, de la production de richesses, mais provient de l'aide extérieure. 75% du budget des administrations afghanes dépendent de l'aide directement importée par avion, les billets qui venaient de la communauté internationale. Donc de ce point de vue-là... Les aides viennent de quel pays principalement? Principalement les États-Unis. Les États-Unis ont dépensé... Vous voulez installer... Les États-Unis ont dépensé entre octobre 2001 et le départ du dernier militaire américain, c'est-à-dire le 31 août 2021, ils ont dépensé, seulement les Américains, 2 trillions de dollars, 2000 milliards de dollars. Si on prend l'ensemble de la communauté internationale, c'est 4 trillions, 4000 milliards de dollars qui ont été injectés dans l'économie afghane. À titre de comparaison, quand il s'est agi d'estimer les moyens nécessaires pour éradiquer la faim dans le monde, pour éradiquer l'extrême pauvreté également, l'ONU estimait qu'il fallait 50 milliards de dollars. Donc imaginez le différentiel. 50 milliards de dollars contre 2000 milliards de dollars qui ont été dépensés rien que pour l'Afghanistan, avec le résultat, j'allais dire, caricatural d'un régime que la communauté internationale et tous les membres de la communauté internationale, la Chine, la Russie inclus, a combattu et qui se trouve au pouvoir. Actuellement au pouvoir, vous avez des organisations terroristes, vous avez notamment une personne qui s'appelle Sirajuddin Haqqani, qui est considéré comme un des principaux chefs terroristes d'une organisation qui s'appelle le réseau Haqqani, dont la tête est mise à prix par le FBI à raison de 10 millions de dollars. Il se trouve que Sirajuddin Haqqani est actuellement ministre de l'Intérieur donc de ce qui est désormais l'Émirat islamique d'Afghanistan. Donc évidemment, on peut avoir à l'esprit que la manière dont nous avons pensé la reconstruction, la stabilisation de l'État était sans doute un peu
exagérément optimiste dans un pays qui n'a pas tourné le dos aux mauvaises habitudes, la corruption endémique, des autorités locales jusqu'aux plus hautes échelles de l'État. Symboliquement, on a tous à l'esprit l'image du président Ashraf Ghani qui quitte Kaboul avec une malle remplie de 189 millions de dollars en espèces sonnantes et trébuchantes. Donc le principe de la corruption, qui devait être une des motivations de l'implication internationale, n'a pas été combattu comme elle l'aurait dû l'être. De la même manière, la lutte contre les trafics, notamment le trafic de la drogue, n'a pas du tout été éradiquée, bien au contraire. Durant les 20 ans donc de présence des troupes de l'OTAN, le trafic de l'opium n'a pas été jugulé, il s'est maintenu. On estime que 75 à 80% de l'opium qui est consommé dans le monde provient du sud de l'Afghanistan. C'était vrai avec les talibans, c'était vrai pendant la présence internationale, et c'est de nouveau vrai avec les talibans qui, nonobstant le fait qu'ils disent qu'ils veulent combattre ou éradiquer la culture du pavot, en ont bien besoin pour récupérer l'argent dont ils ont dramatiquement besoin pour essayer d'éviter un inéluctable chaos économique. Alors, à votre avis, depuis le retrait des Américains de l'Afghanistan, est-ce que la Chine, qui considère l'Afghanistan comme un pays qui joue un rôle important dans cette partie du monde, est-ce que la Chine va essayer de jouer un rôle plus actif? La Chine pourrait en tout cas offrir aux pays qui ont besoin de dialoguer, ça ne veut pas dire reconnaître les talibans, constituer une alternative. Actuellement, toute la communauté internationale est un peu gênée aux entournures, si je puis m'exprimer ainsi, dans l'idée qu'il faille aider la population afghane. Sur les 39 millions d'Afghans qui vivent en Afghanistan, c'est d'ailleurs pas tout à fait vrai, puisque sur 39 millions d'Afghans, 10% de la population vit en dehors de l'Afghanistan. 3,5 millions d'Afghans sont en Iran, 4 millions d'Afghans sont au Pakistan et à peu près 1 million d'Afghans sont dans les républiques ex-soviétiques au nord et principalement au Tadjikistan et en Ouzbékistan. Mais sur les 39 millions d'Afghans, on estime que 60% de la population, 22 à 24 millions d'Afghans, sont là à l'heure où nous parlons, alors que l'hiver s'est installé, durement installé, comme du reste chaque année en Afghanistan. On estime que 22 à 24 millions d'Afghans sont dans une situation de crise alimentaire aiguë. Parmi ces 22 à 24 millions d'Afghans, c'est les chiffres donnés par le Programme alimentaire mondial, 9 millions d'Afghans sont dans une situation de famine. Donc, bien sûr, le premier objectif, c'est de faire en sorte d'éviter que la population afghane ne souffre encore plus de la situation qui est provoquée par l'inaction internationale. Il faut quand même rappeler que les Américains sont partis, mais en ayant négocié avec les talibans pendant de nombreuses années, entre 2014 et le 20 février 2020, date à laquelle a été signé un accord entre les Américains et les talibans, et que d'une certaine façon, c'est de nouveau la population afghane qui souffre. Donc, si la Chine peut offrir une capacité de dialogue que nous n'avons pas, et que nous ne pouvons pas avoir, car les talibans nous demandent un dialogue, nous demandent de l'argent, mais nous demandent surtout une reconnaissance. Or, il semble... C'est la condition sine qua non pour établir un dialogue entre l'Occident et l'Afghanistan. Le dialogue existe avec l'Afghanistan, mais avec les représentants, donc non pas légaux, mais les représentants, non pas de jurés, mais de facto, comme l'on dit. Oui. Mais la situation est bloquée, dans le sens où la communauté internationale a voté, il y a de cela 2 semaines, une aide humanitaire d'urgence de 180 millions de dollars, peu ou prou 247 millions d'euros, pour étayer et d'une certaine façon réduire la souffrance de la population afghane. La Russie n'est pas en reste, puisqu'elle a fait parvenir 36 000 tonnes d'aide humanitaire d'urgence, enfin d'aide alimentaire, pardon, pas humanitaire, d'aide alimentaire d'urgence, mais il faut beaucoup plus. La situation est dramatique en Afghanistan. On estime que actuellement 97% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, donc vit avec moins de 1,7 euros, 1,9 $ par jour. Donc il y a urgence, et donc de ce point de vue, toute possibilité de faire entendre raison aux talibans est bonne à prendre,
de ce point de vue, il semble que les puissances occidentales qui ont été défaites, en tout cas celles qui étaient davantage marquées par un agenda otanien, ont été défaites. Donc les talibans ont vis-à-vis d'eux une sorte de logique du vainqueur au vaincu qui évidemment ne les incite pas à la modération. Néanmoins, avec la Chine, on est dans une autre configuration. Comme je l'ai dit, il y a des intérêts économiques majeurs. La Chine a promis d'investir beaucoup d'argent en échange des richesses minières et de l'exploitation potentielle liées à cette extraction du sous-sol afghan, qui n'a pas été exploité pour des raisons évidentes. Ça fait 40 ans que ce pays est en guerre, et donc forcément, il y avait d'autres choses à faire que d'installer une économie rentable. Il fallait avant tout lutter. Guerre civile entre 1989-92 et 1994. Le régime des talibans qui a mis un petit peu sous cocon l'Afghanistan entre 1996 et 2001, et puis la lutte contre Al-Qaïda et les talibans de 2001 à nos jours. Donc peut-être que là, on est dans une phase où, une fois qu'on aura réglé ce problème, qui est un problème déstructurant, au sens propre du terme, du rapport que nous voulons avec les talibans, aucun pays ne veut reconnaître les talibans, mais tous les pays du monde reconnaissent que si nous ne faisons rien, c'est la moitié de la population afghane qui risque de mourir de faim et de froid. À votre avis, quel pays peut jouer un rôle très actif pour justement aider l'Afghanistan à se reconstruire? La Chine? La Chine, le Pakistan, la Russie... qui n'a jamais été en guerre d'ailleurs avec l'Afghanistan. Qui donc, la Russie? Pardon? Ah, la Chine. La Chine, justement. Ah, la Chine, non, la Chine. Ah ben non, donc, la Chine. Il n'y a pas un passé... Mais aucun pays n'a été en guerre en Afghanistan depuis la fin du 19e siècle, ou du moins le début du 20e siècle. Les dernières guerres, ce qu'on appelle les guerres britannico-afghanes, remontent à 1919. Il n'y a jamais eu de guerre contre l'Afghanistan. Il y a eu des investissements militaires, de l'interventionnisme militaire en Afghanistan, mais l'intervention russe, soviétique, entre 1979 et 1989 n'était pas une guerre contre l'Afghanistan. C'était une intervention militaire à la demande d'un gouvernement issu d'un coup d'État, certes, un gouvernement communiste, mais à la demande des autorités afghanes. De la même manière que la communauté internationale est intervenue en Afghanistan, non pas pour faire la guerre aux Afghans, mais pour chasser un régime qui soutenait le terrorisme. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais pour répondre peut-être plus indirectement à votre question, en tout cas la Chine n'est sans doute pas tenue autant responsable que d'autres pays de l'échec du processus de stabilisation en Afghanistan. Alors, dans les années 1990, des militants séparatistes ouïghours avaient établi des camps d'entraînement en Afghanistan avec l'aide d'Al-Qaïda. Et Pékin avait obtenu des talibans qu'ils interdisent à ces combattants de commettre des actions violentes en Chine. En échange de quoi la Chine avait effectivement investi dans le pays. Ce scénario est-il toujours d'actualité alors qu'au Xinjiang, d'où viennent donc les Ouïghours, des actes terroristes ont cessé depuis 4 ans grâce à la lutte efficace menée par Pékin pour protéger la population locale? Alors la question du militantisme ou de l'activisme salafiste de certains mouvements séparatistes et qui sont ouvertement considérés comme terroristes, je parlais du parti islamique du Turkestan oriental, qu'on appelle aussi le mouvement islamique du Turkestan oriental, MITO. Oui, bien sûr, la Chine a été insistante de manière répétitive vis-à-vis des talibans. C'était vrai en 1996 jusqu'en 2001, c'est encore plus vrai maintenant, où la ligne rouge qu'a tracée Pékin, c'est faire en sorte qu'aucun militant ouïghour ne traverse la frontière, justifiant le fait que dans cette zone frontalière entre le Tadjikistan et la Chine, dans ce qu'on appelle la vallée du Waran, 400 km de long, vous savez, l'Afghanistan a un peu une sorte de petit doigt qui longe la frontière du Tadjikistan et qui va donc plonger,
qui limite en fait le Tadjikistan au nord, le Pakistan au sud, et donc il y a dans sa partie orientale la Chine. Donc la Chine a été très claire, aucun militant ouïghour ne peut et ne doit pénétrer dans cette région militarisée par la Chine, à tel point et que... pourquoi ça a été possible dans les années 1990 ? Ça a été possible dans les années 1990 parce que la Chine a tout de suite militarisé cette région, et donc la Chine a tout de suite envisagé, à travers l'ouverture d'une base militaire au Tadjikistan, bientôt une deuxième, d'avoir une capacité militaire de réaction, c'est-à-dire une réaction du Tadjikistan, à partir du Tadjikistan vers l'Afghanistan. On estime même, on envisage même, mais là-dessus, je n'ai pas la certitude que ce soit une réalité, que la Chine avait envisagé ou envisagerait dans le futur de créer une base militaire en territoire afghan pour faire en sorte que cette partie de la proximité de son territoire soit protégée. Donc la ligne rouge qui a été réintroduite ou réaffirmée de la part des talibans, c'est qu'il n'y ait plus d'attentats et de plus de menaces venant ou émanant donc de ces militants ouïghours. On a peut-être à l'esprit une tentative d'attentat contre l'ambassade de Chine au Kirghizistan en 2016, où effectivement une voiture bélier avait foncé contre, était venu s'encastrer, donc s'exploser devant la porte en fait de l'ambassade de Chine à Bishkek. On a aussi la confirmation du fait que l'autre organisation terroriste, on parle beaucoup des talibans depuis quelques minutes, mais il y a une autre organisation qui s'appelle l'État islamique dans la province du Khorasan, donc l'émanation afghane de Daesh, et qu'une bonne partie de ces militants de Daesh, et là c'est plus la responsabilité des talibans, puisqu'ils se combattent entre eux, et accessoirement les attentats qui ont lieu alors que les talibans sont au pouvoir. Bref, une bonne partie de ces militants sont des militants ouïghours. Il y a eu un attentat, il y a de cela un mois et demi, dans la ville de Kandahar, visant une mosquée. Et donc cet attentat a été perpétré par des militants ouïghours. La ligne rouge est néanmoins là, faire en sorte que les talibans fassent tout leur possible pour éradiquer la menace salafiste de ces militants ouïghours qui s'étaient donc aguerris durant les années 2013, 2014, 2015 en Syrie et en Irak, et bien évidemment éviter qu'ils ne deviennent une menace pour la Chine. Cette doléance est à peu près équivalente à celle des pays limitrophes, l'Ouzbékistan, qui craint également la résurgence d'un mouvement islamique, le mouvement islamique d'Ouzbékistan, ou le Jamaat Ansarul Tadjik, qui, comme son nom l'indique, est aussi un mouvement salafiste qui menacerait aussi le Tadjikistan. Donc l'enjeu pour les talibans, c'est de veiller à ce qu'ils puissent contrôler des militants qui jusqu'à présent combattaient à leur côté contre le gouvernement central afghan, qu'ils ont défait, contre les forces occidentales. Mais maintenant qu'il n'y a plus de gouvernement central, puisqu'ils sont au pouvoir, et maintenant qu'il n'y a plus de forces occidentales, que deviendront cette capacité offensive militaire? Certains disent que les talibans la contrôleront, d'autres disent qu'elles seront incapables de la contrôler. Votre analyse ? Moi, je pense que les talibans sont dans une impasse et qu'une bonne partie de leurs militants veulent maintenant porter le fer dans les pays du voisinage, les pays que j'ai mentionnés, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, l'Iran, bien sûr, la Chine, sans doute, mais aussi le Pakistan. Étonnamment, le Pakistan, parce qu'on a évidemment à l'esprit le fait que les talibans sont une création des services de renseignement pakistanais à partir des années 1993-1994. Et comme toute mouvance terroriste, elle est en train d'échapper à son créateur, et certains estiment que la prochaine étape consisterait à ce que les talibans, estimant que le Pakistan n'est pas assez dans la ligne du rigorisme islamique dont ils se revendiquent, et donc pourraient porter leur djihad désormais de l'autre côté de la frontière pakistanaise. C'est une préoccupation qu'a aussi la Chine, qui pourrait constater que les talibans ne font rien pour empêcher le mouvement islamique du Turkestan oriental d'in fine menacer les intérêts chinois. Si tel est le cas, la Chine, je crois, se trouverait dans la même situation que nous, et je crois frapperait, pas militairement, mais économiquement, comme nous, et mettrait une pression aussi forte que nous vis-à-vis des talibans. Donc les talibans se trouvent... Comment alors ?
en coupant toutes les vivres, en n'investissant plus dans le pays et en indiquant aux talibans qu'ils n'auront pas plus de moyens financiers à disposition en regardant du côté de Pékin que vis-à-vis de blocages actuels vis-à-vis des pays occidentaux. Alors, Emmanuel Dupuis, vous êtes venu aujourd'hui avec un magazine. Oui, est-ce que vous pouvez bien sûr, bien sûr. Alors, je conseille à vos éditeurs, aux téléspectateurs, les plus jeunes d'entre eux notamment. Hein. Oui, donc le cadre de cette revue qui s'appelle Phosphore, édité par le magazine Bayer Presse, c'est un magazine qui est principalement dédié à la vulgarisation, au sens propre du terme, pour les lycéens de 14 à 19 ans. Et donc, dans ce numéro, vous trouverez un numéro spécial. On peut peut-être remontrer la photo parce qu'elle est assez forte, assez frappante, avec cette jeune fille qui n'a pas de voile, contrairement aux femmes autour d'elle qui portent le hijab. Et donc, ce numéro est consacré à l'Afghanistan. Où va l'Afghanistan? Et donc, à travers une dizaine de questions, je me suis livré à ce jeu d'expliquer très clairement, le plus simplement possible, quels sont les enjeux et pourquoi l'Afghanistan est importante pour nous, mais surtout pour les Afghans. Merci beaucoup Emmanuel Dupuis d'avoir répondu à nos questions. À bientôt. À très bientôt.